L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 16 mars 1960. Cet article de Sperber, dont Madame Hubert vous a donné la traduction la dernière fois, était quelque chose d'accroché à notre train sur la sublimation, et je voulais que vous en ayez connaissance. Je ne me livrerai pas à une critique extrêmement approfondie de ce texte. J'espère que, pour la plupart d'entre vous, après les quelques années d'enseignement que vous avez suivis ici, quelque chose a dû vous chiffonner dans ce mode de procédé. Je veux dire que si la visée de l'article est quelque chose d'incontestablement intéressant, aussi bien ne nous y serions-nous pas attardés sans ça, je pense que le mode de démonstration n'a pas dû vous apparaître sans faiblesse. Je veux dire que de s'appuyer, de se référer, pour démontrer une sorte d'origine sexuelle commune, sous une forme sublimée, des activités humaines fondamentales, sur le fait que des mots à signification présumée originellement sexuelle se sont mis à véhiculer successivement toute une traînée de sens, progressivement, toujours plus éloignés de leur signification primitive, c'est évidemment là prendre une voie dont le caractère de démonstration me semblait devoir, aux yeux de tout esprit de bon sens, être éminemment réfutable. Ça se sent d'abord parce qu'aussi bien le fait que des mots à signification primitivement sexuelle aient en quelque sorte fait tache d'huile, quant au champ de la signification, pour arriver à découvrir des significations très éloignées, cela ne veut pas dire qu'il soit démontré que tout le champ de la signification soit pour autant recouvert. Cela ne veut pas dire que tout ce que nous usons comme langage soit en fin de compte réductible à ces mots-clés qu'il donne, et dont évidemment la valorisation, la posture, est considérablement facilitée pour la démonstration par le fait qu'on admet même comme démontré ce qu'il y a de plus contestable, la notion de racine ou de radical, au sens où la racine et le radical seraient constitutivement, dans le langage humain, liés à un sens. La mise en valeur des racines et des radicaux dans les langues flexionnelles est quelque chose qui pose des problèmes particuliers qui sont loin d'être applicables à l'universalité des langues. Ce serait bien difficile à mettre en valeur pour ce qui est par exemple du chinois, où tous les éléments signifiants sont monosyllabiques. La notion de la racine devient des plus fuyantes. En fait, il s'agit bien là d'une illusion liée au développement significatif du langage, de l'usage de la langue, où tout ce qui est racine ne saurait que nous être très suspect. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que vous avez entendu produit devant vous, comme remarque concernant l'usage que ces mots, disons, à racine sexuelle, dans les langues, au reste toute indo-européenne, soit sans intérêt. Mais dans la perspective qui est celle dans laquelle je pense vous avoir suffisamment maintenant rompu et formé, qui consiste à bien distinguer la fonction du signifiant de la création de la signification par l'usage métonymique d'une part, métaphorique d'autre part, des signifiants, je dirais qu'évidemment c'est là que le problème commence. Pourquoi ces zones dans lesquelles la signification sexuelle, comme je vous disais tout à l'heure, fait tache d'huile? Pourquoi ces rivières où elle s'épand ordinairement, et vous avez vu que ce n'était pas n'importe quel sens, sont-elles en somme spécialement choisies pour qu'on mette en usage pour les atteindre, les mots qui ont eu déjà des emplois dans l'ordre sexuel? Il est extrêmement intéressant, par exemple,
de se demander pourquoi c'est justement à ce propos d'un acte plus ou moins amorti, étouffé, d'un acte plus ou moins bousillé, de coupé, de sécation, un acte à demi manqué, qu'on fera ressurgir l'origine présumée dans le fourrage des travaux les plus primitifs, avec une signification d'opération sexuelle, de pénétration phallique. Pourquoi, en d'autres termes, on fera ressurgir la métaphore foutre à propos de quelque chose de mal foutu? Pourquoi c'est l'image de la vulve qui surgira pour exprimer des actes divers parmi lesquels celui de se dérober, de s'enfuir, de se tailler, comme on a à plusieurs reprises traduit le terme allemand du texte. Je vous le dis en passant, cette si jolie expression, se tailler, pour dire s'enfuir, se dérober, j'ai essayé d'en trouver l'attestation, je veux dire le moment où, dans l'histoire, nous la voyons apparaître comme telle avec ce sens, et j'ai eu un temps trop court pour le faire. Dans les dictionnaires ou les appareils que j'ai à ma disposition, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un là-dessus pouvait faire cette recherche, il est vrai que je n'ai pas à Paris les dictionnaires concernant l'usage familier des mots. C'est tout de même une question. Donc, pourquoi dans la vie, c'est d'un certain type de signification, certains signifiants marqués d'un primitif usage pour la relation sexuelle, qu'il s'agit dans un usage métaphorique? Comment se servir de tel ou tel terme argotique qui a primitivement une signification sexuelle pour des situations qui ne le sont pas, dans un usage métaphorique comme je le définis? Et cet usage métaphorique est utilisé pour obtenir une certaine modification. N'y a-t-il donc plus dans cet article que ce quelque chose qui est une occasion de voir, à propos d'un cas tout à fait particulier, comment sont mises en usage, selon le mode métaphorique, dans l'évolution normale, diachronique, des usages dans le langage, comment on use et pourquoi de références sexuelles dans un certain usage métaphorique. Est-ce que ce serait réduire à cela la portée de l'article, c'est-à-dire montrer qu'il avait tout à fait manqué sa visée? Assurément pas. Si ce n'était que cela, c'est-à-dire comme un exemple de plus de certaines aberrations de la spéculation psychanalytique, que cet article pouvait être pris, je ne l'aurais pas fait produire ici devant vous. Je crois que ce qui lui maintient sa valeur, c'est ce quelque chose qui est à son horizon, qui n'est pas démontré mais qui est visé dans son intention, qui est justement ce par quoi un rapport tout à fait radical, celui des rapports instrumentaux premiers, des techniques premières, des actes majeurs de l'agriculture, celui d'ouvrir le ventre de la terre, les actes majeurs de la fabrication du vase sur lequel j'ai mis tellement l'accent, et tel ou tel autre acte se trouve si naturellement métaphorisé autour de quelque chose de très précis, qui est moins l'acte sexuel que l'organe sexuel féminin. Je veux dire que c'est pour autant que l'organe sexuel féminin, plus exactement la forme d'ouverture et de vide, était au centre de toutes ces métaphores, que l'article prenait son intérêt et sa valeur centrante pour la réflexion. Car il est bien clair qu'il y a une béance, un saut de la référence supposée, c'est une idée fort intéressante, de l'appel sexuel comme tel, de la vocalisation censée accompagner l'acte sexuel comme ayant pu donner l'amorce, l'origine de l'usage du signifiant aux hommes pour désigner soit substantivement l'organe, et spécialement l'organe féminin, soit verbalement l'acte de coïté.
Le sot dans cet article, c'est à savoir que si l'usage d'un terme qui signifie coït primitivement est quelque chose qui est susceptible d'une extension qu'on présume presque indéfinie, que l'usage d'un terme qui signifie vulve originellement est susceptible de toutes sortes d'usages métaphoriques. Ceci nous fait le pont entre ce qui est supposé, c'est à savoir que la prévalence de l'usage vocal du signifiant chez l'homme peut avoir son origine dans le fait que dans certaines activités, ces activités accompagnées par des appels chantés, qu'on suppose être ceux de la relation sexuelle primitive chez les hommes, comme elles le sont chez tels animaux, spécialement chez les oiseaux, il y a évidemment un sot dans l'article. Car vous sentez bien quelle différence il y a entre le cri plus ou moins typifié qui accompagne une activité et l'usage d'un signifiant qui en détache tel élément d'articulation, à savoir soit l'acte, soit l'organe. Aussi bien, même si nous admettons que c'est par cette voie, et il n'est pas dépourvu d'intérêt de supposer que l'homme a été introduit par là à l'usage du signifiant, il est trop clair que pour autant nous n'avons pas la structure signifiante, à savoir que rien n'implique déjà à l'horizon, dans le donné de l'appel sexuel naturel, que l'élément d'opposition qui fait la structure de l'usage du signifiant, celui qui est déjà tout entier développé dans le forda, dont nous avons appris l'exemple originel, soit donné dans l'appel sexuel. L'appel sexuel peut se rapporter à une modulation temporelle d'un acte dont la répétition peut comporter la fixation de certains éléments de l'activité vocale. Il n'est pas encore ce quelque chose qui peut nous donner l'élément structurant, même le plus primitif. Il y a là une béance. Néanmoins, l'intérêt de l'article est de nous montrer par quel biais peut se concevoir ce qui est si essentiel d'autre part dans l'élaboration de notre expérience et dans la doctrine de Freud, c'est tout de même comment le symbolisme sexuel, au sens ordinaire du terme, peut se trouver tout à fait à l'origine polarisée le jeu métaphorique du signifiant. Au reste, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui, quitte à y revenir ultérieurement. Je me suis interrogée sur la façon dont je renouerai le fil et sur quoi je repartirai aujourd'hui. Je me suis dit, pour m'en être aperçue autour de la conversation avec certains, qu'en somme, il n'était pas dépourvu d'intérêt que je vous donne une idée des conférences, propos ou causeries auxquelles je me suis livrée à Bruxelles. C'est qu'aussi bien j'ai quelque chose à vous transmettre. Ceci reste toujours au centre de la ligne de mon discours, et je ne ferai guère, même quand je le transporte au dehors, que de le reprendre à peu près au point où je le soutiens. Bien sûr, ce n'est pas un ni deux séminaires de plus que j'ai fait devant mes auditeurs à Bruxelles. C'est néanmoins quelque chose qui se situe au point où nous en sommes de ce que j'articule ici, que j'ai essayé de dire devant eux. Ce que je risque donc, c'est d'en franchir pour vous trop vite le saut, en supposant implicitement par vous déjà connu ce que j'ai dit là-bas. Ce n'est pas sûr pour autant, car aussi bien ce que j'ai dit devant une audience différente peut avoir comporté, amené, des éléments ici non encore dits, dont il y a tout de même intérêt à ce qu'ils ne soient pas ici, dans notre discours, éludés. Ceci peut vous paraître après tout d'un bien grand sans-gêne dans la façon de procéder sur ce que je peux avoir à dire, mais cela le méritait. Je n'ai pas trop le temps, avec le chemin qui nous reste à parcourir, de m'arrêter à des soucis à proprement parler de professeur. Ce n'est pas ma fonction.
comme je le leur ai laissé entendre et même dit formellement.